À l'été 1981, une brillante jeune majeure de promotion nommée Tanya Maxwell quitta sa propre cérémonie de remise des diplômes et disparut de la surface de la Terre. Dans le climat racialement tendu de sa petite ville de Caroline du Sud, la police accepta rapidement un mensonge commode. Elle n'était qu'une fugueuse de plus, une jeune fille noire pleine d'idées trop grandes, qui avait simplement laissé derrière elle sa petite vie. Pendant 25 ans, ce mensonge fut accepté, laissant une mère piégée dans un deuil silencieux et irrésolu qui dura un quart de siècle. La ville, l'école et même le sol sur lequel tout cela s'était produit portaient un terrible secret. Puis, en 2006, une équipe de construction commença à défricher un terrain près de l'ancien lycée et mit au jour une impossibilité. Une vérité enfouie depuis une génération, une vérité qui allait déchirer ce vieux mensonge de toutes parts. Avant de commencer, merci d'être ici. Il est important que ces histoires soient racontées, que nous donnions une voix à ceux que l'on a trop souvent réduits au silence. Dites-nous en commentaire d'où vous regardez, quelle heure il est chez vous. Cela signifie beaucoup de savoir que nous sommes ensemble dans cette démarche, témoins de la vérité. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui est réellement arrivé à Tanya Maxwell. Sur le terrain de football du lycée, des centaines de chaises pliantes étaient disposées en rangées soignées. Leurs occupants s'éventaient avec leur programme. Pour Eleanor Maxwell, la mère de Tanya, assise au troisième rang, la chaleur oppressante était une sensation lointaine. Tout ce qu'elle ressentait, c'était une fierté immense, éclatante, à ce point qu'elle semblait repousser l'air lui-même, créant un moment cristallin suspendu dans le temps. À ses côtés se trouvait Robert, son mari, un géant doux, aux mains calleuses, après une vie passée à travailler à l'usine locale. Sa large main enveloppait celle d'Elénor, ses jointures blanchies, son regard fixé sur une scène de fortune où leur fille, leur Tania, se tenait comme le témoignage vivant de tous leurs espoirs. Tania était radieuse dans sa toge et son mortier blanc, la bande dorée de major de promotion tranchant comme un éclair de victoire sur le tissu. À 17 ans, elle dégageait une assurance qui la faisait paraître incroyablement mûre. Une force, certes, mais dans une ville comme King Street Junction, également une grande vulnérabilité. Sa voix claire et posée portait au-dessus du bruissement des programmes et des toux étouffés du public. Elle ne lisait pas un simple discours préécrit. Elle proclamait une déclaration d'intention, un manifeste pour l'avenir qu'elle comptait bien saisir à pleine main. L'avenir n'est pas un chemin que l'on trouve, dit Tanya, ses yeux si semblables à ceux de son père balayant les visages de ses camarades. C'est une route que nous devons construire. Nous la construisons avec les outils de l'éducation, avec le mortier de l'intégrité et avec le courage de poser nos propres fondations, brique par brique, même sur un sol qui n'a pas été préparé pour nous. Eleanor vit Madame Gable, la professeure d'anglais du lycée, qui avait prêté des livres à Tanya tirés de sa propre bibliothèque, s'essuyer les yeux avec un mouchoir. Elle vit leur pasteur, le révérend Michael, hocher lentement la tête, un sourire empli de sagesse s'épanouissant sur son visage. C'était leur enfant, celle de Robert et d'Eleanor, une jeune fille qui avait dévoré les classiques dans une ville offrant peu de livres et encore moins d'opportunités. Une fille qui voyait un univers de possibilités au-delà des champs de tabac et de l'histoire ségrégée du comté de Florence. La bourse universitaire complète pour Duke University n'était pas seulement un billet pour échapper à une vie prédéterminée. C'était la validation de toutes ces nuits passées à étudier à la table de la cuisine, de chaque sacrifice consenti, de chaque prière murmurée par Eleanor. Mais alors que son regard balayait la foule, Eleanor vit les Jackson. Ils étaient assis près de l'avant, à une place d'honneur, comme ils siéient à une des familles fondatrices blanches de la ville. Bo Jackson, leur fils unique, était assis parmi les autres diplômés, à quelques mètres seulement de Tanya, mais il semblait vivre sur une autre planète. Il ne regardait pas la scène. Il fixait ses propres mains, son visage d'une beauté froide, figé dans une expression de rage contenue. Chaque mot de louange adressé à Tanya résonnait pour lui comme une insulte personnelle et publique. Fils de John Jackson, héritier d'une richesse familiale bâtie sur des terres autrefois travaillées par d'autres, les honneurs, major de promotion, bourse pour Duke, étaient des privilèges qu'il pensait acquis de naissance. Il avait été nommé second de promotion, un honneur qui, pour lui, représentait une humiliation profonde.
Son ressentiment avait empoisonné les couloirs de l'école pendant des mois. Une campagne de dénigrement, insidieuse, prétendant que Tanya n'avait obtenu ses distinctions que parce qu'elle était noire. Un geste symbolique, une concession au temps qui change. Mais tout le monde connaissait la vérité. Tanya avait simplement travaillé plus dur, pensé plus loin, rêvé plus grand. Et Bo Jackson, c'était évident, ne le supportait pas. Quand la cérémonie s'acheva enfin avec le lancer triomphal des mortiers dans le ciel brumeux, la foule s'élança, une vague de robes pastel et de costumes en polyester. Eleanor et Robert furent un peu momentanément happés par cette marée de félicitations. Tous voulaient embrasser Tanya, lui serrer la main, toucher un coin de son avenir brillant. « Cette fille ira loin », dit un homme à sa femme. « Une fierté pour les siens », ajouta une femme. Une remarque censée être un compliment, mais qui portait toujours le goût amer de la séparation. Les siens, pas simplement les nôtres. À travers une brèche dans la foule, Eleanor vit sa fille rire, le visage illuminé de la joie pure d'une adolescente de 17 ans, à l'aube de tous ses rêves. Elle acceptait un petit bouquet de roses, un peu fané, offert par sa grand-mère. C'est alors qu'Eleanor le vit. Bo Jackson approchait, se déplaçant avec le charme facile et calculé qui était la marque de sa famille. Un sourire vide mais avenant était plaqué sur son visage, un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux froids et calculateurs. Il attendit un moment de répit dans les félicitations, maître de la mise en scène, puis s'avança doucement dans l'espace. « Tanya », dit-il d'une voix douce comme le miel, c'était un sacré discours, vraiment quelque chose de spécial. Tanya, toujours gracieuse, toujours prête à croire au bon chez les autres, même quand il ne lui en avait jamais montré, lui sourit en retour. « Merci, Bo, cela me touche venant de toi. » Eleanor fit un pas vers eux. Un frisson d'inquiétude maternelle lui monta dans le dos. Mais la main de Robert sur son bras la retint doucement. « Laisse-la vivre son moment, Eleanor, » murmura-t-il, la voix pleine de fierté. Mais l'instinct d'une mère est une chose puissante, primitive, et celui d'Eleanor hurlait en silence. « Je me demandais juste, » poursuivit Bo, baissant légèrement la voix pour créer une bulle d'intimité factice. « J'ai été frappé par ce que tu as dit sur le fait de construire ta propre route. J'aimerais en parler avec toi. Juste une minute, tu sais, à l'écart de tout ce bruit. » Il fit un vague geste en direction de la ligne sombre des pins qui bordait le terrain du lycée, un mur d'arbres derrière le gymnase en briques. « C'est plus calme là-bas. Je veux juste comprendre ton point de vue. » C'était une performance magistrale de contrition. Il paraissait impressionné, humble, comme un rival amer admettant enfin la défaite et cherchant la sagesse avec grâce. Eleanor observe Tanya hésiter une fraction de seconde. La proposition était étrange. L'endroit suggéré l'était encore plus. Mais Bo savait comment exploiter ce qu'il y avait de meilleur en elle. Son empathie, son profond désir de combler les fossés, de trouver un terrain d'entente. « D'accord, Bo, dit-elle enfin, son sourire généreux réapparaissant. « Juste une minute. » Elle se retourna et fit un petit signe à sa mère, une promesse silencieuse qu'elle reviendrait tout de suite. « Je vais juste parler à Bo une seconde, » lança-t-elle à travers le vacarme joyeux. Eleanor regarda sa fille s'éloigner, sa toge blanche éclatante, formant un contraste saisissant avec l'herbe verte. Elle la vit suivre ce garçon qui n'avait exprimé que du ressentiment toute l'après-midi. Elle les vit tourner au coin du gymnase en briques, deux silhouettes, l'une pleine de lumière, l'autre rongée par l'obscurité, avalée par les longues ombres saisissantes du soleil couchant. Ce fut la dernière fois qu'Eleanor Maxwell vit sa fille vivante. Dès qu'ils furent hors de vue des derniers groupes de gens, le charme fabriqué de Bo Jackson s'évapora de son visage comme une brume sous un soleil brutal. Le sourire poli, soigneusement façonné, disparut, remplacé par un rictus brut et laid qu'Eleanor n'avait entrevu que de loin. Le coin isolé derrière l'école, protégé des regards par le mur de briques du gymnase et les bois de pin qui s'approchaient, n'était pas un endroit pour une conversation philosophique. C'était un lieu d'embuscade. « Tu crois vraiment que tu es spécial, hein ?» cracha-t-il. Sa voix n'était plus le baryton lisse du gentil garçon du Sud, mais un grondement guttural, chargé de mots d'indignation ruminée. Tanya s'arrête. Son sourire s'effaça alors que les premiers frissons d'une véritable peur l'envahissaient. Ce n'était pas le camarade repentant qu'il prétendait être. C'était le vrai Bo. « Qu'est-ce que tu racontes, Bo ?» demanda-t-elle, sa voix toujours admirablement calme, tentant encore de trouver une base raisonnable qui,
avec lui n'avait jamais réellement existé. Ce discours, dit-il, s'approchant davantage, envahissant délibérément son espace personnel, la forçant à reculer vers les arbres. Toutes ces conneries sur le fait de construire sa propre route. Tu crois que tu as construit quoi que ce soit? Tout ce que tu as, on te l'a donné. Cette bourse, cette écharpe de major de promo, c'était à moi. Mon père siège au conseil d'administration de Duke. C'était ma place. On te l'a donné pour faire bonne figure. T'es un cas social, un quota de diversité, et t'es même trop bête pour le voir. Les mots étaient des poignards choisis avec soin pour blesser, pour dépouiller ses réussites de toute légitimité et les réduire à une aumône humiliante. Mais Tanya Maxwell n'était pas une fille qui cédait facilement. Elle était la fille de Robert et d'Eleanor, et elle avait appris à tenir tête. Sa colonne vertébrale, droite et fière sur l'estrade, se redressa de défi. « J'ai mérité cette bourse, Beau, » dit-elle, abandonnant toute politesse. Sa voix était désormais aussi tranchante et nette qu'un verre brisé. « J'ai mérité mes notes. J'ai mérité cette écharpe. Tu le sais et je le sais. Et ce que tu ne supportes pas, c'est la vérité. Tu ne supportes pas qu'une fille noire de l'autre côté de King Street Junction puisse être plus intelligente que toi. » Elle venait de dire une vérité simple, que son ego fragile et privilégié ne pouvait encaisser. La vérité était une allumette enflammée, et sa rage étouffante, un baril d'essence. En un instant, le peu de contrôle qu'il possédait se désintégra complètement. Son visage autrefois séduisant se contorsionna en quelque chose de méconnaissable. Il n'était plus ce garçon populaire issu d'une bonne famille. Il était un monstre à visage découvert. Il se jeta sur elle, les mains tendues, non pas pour attraper, mais pour pousser. Le cri qui jaillit de la gorge de Tanya n'était pas un mot, mais un son bref, tranchant, pur mélange de choc et de douleur, lorsqu'il la projeta en arrière de tout son poids. Elle trébucha, ses chaussures vernies, achetées spécialement pour ce jour, glissant sur la terre meuble. Elle s'écrasa violemment contre l'écorce rugueuse et impitoyable d'un vieux chêne massif, qui se dressait comme un sentinelle silencieux au bord des bois. La violence fut un éclat brutal, une explosion soudaine de haine réprimée. Il fut sur elle en un instant, aveuglé par une rage qui n'avait qu'un seul but, l'effacer, anéantir celle qui incarnait, par sa seule existence, son propre échec. Ce n'était pas un meurtre prémédité. C'était une tempête de fureur pure, incontrôlée, une crise pathétique aux conséquences fatales. Quand ce fut terminé, seul un silence terrifiant et vibrant subsista. Les sons banals de la forêt, les grillons, le bruissement des feuilles, revinrent peu à peu remplir le vide laissé par une vie éteinte. Tanya, cette jeune fille brillante et vibrante qui devait changer le monde, gisait au pied du vieux chêne. Son avenir éclatant avait été réduit à néant dans un éclat de jalousie brutale et raciste. La panique, froide et tranchante comme un éclat de glace, finit par percer la rage de Beau. Il contempla ce qu'il avait fait, la fille qui devait aller à Duke, construire sa propre route. Son esprit s'emballa, non pas de remords, mais d'un besoin frénétique et égoïste de se protéger. Dans un dernier acte symbolique de profanation, il arracha l'écharpe dorée de major de son corps, sortit le diplôme de son étui en simili-cuir et ramassa sa toque tombée au sol. C'étaient ces objets qu'il avait voulu tuer. Il trouva un morceau de roche tranchant et creusa frénétiquement la terre meuble parmi les racines tordues du vieux chêne. Il enroula la toque, l'écharpe et le diplôme dans la toge blanche, enfouit le tout dans le trou et le recouvrit de terre qu'il piétina avec ses chaussures vernies. Il venait d'enterrer ses accomplissements. Puis, à la faveur du crépuscule grandissant, il s'occupa de son corps. Il l'emmena loin de là, veillant à ce que Tanya Maxwell disparaisse, tout simplement. Au lycée, 1 heure s'était écoulée, puis 2. La foule s'était dissipée, le ciel virait à un violet sombre et menaçant. Le nœud d'angoisse dans le ventre d'Eleanor était devenu une nausée persistante. « Elle devrait être revenue maintenant », dit-elle pour la 10e fois, la voix tendue d'une peur qu'elle tentait désespérément de refouler. Robert, d'ordinaire si calme, faisait désormais les 100 pas, son large corps traversé d'une énergie nerveuse. Ils trouvèrent Beau près du parking des élèves, adossé à sa voiture brillante, riant avec un groupe d'amis. Il leva les yeux à leur approche, son expression se muant en une parfaite innocence tranquille. « Beau, où est Tanya ?» demanda Eleanor, la voix plus tranchante qu'elle ne l'aurait voulu.
Il leva les mains dans un geste de reddition moqueur. Eh bien, Madame Maxwell, elle est partie. Elle a dit qu'elle retrouvait des cousins pour fêter ça à Florence. Elle a pris la direction de la Grande Route il y a environ 1 heure. Le mensonge était si fluide, si plausible pour un étranger. Mais c'était un mensonge. Tous leurs proches, chaque cousin qu'ils avaient dans l'État, étaient présents à la cérémonie. Il n'y avait personne à rejoindre sur cette route. Eleanor le savait. Elle le sentait dans ses os, une certitude froide et implacable. Elle n'aurait jamais fait ça, dit-elle en secouant la tête, une vague de vertige la submergeant. Elle nous aurait prévenus. Eleanor regarda Tanya hésiter une fraction de seconde. La proposition était étrange. Le lieu suggérait encore plus. Mais Beau était un maître pour exploiter ses plus belles qualités. Son empathie, son désir profond de combler les fossés, de trouver un terrain d'entente. « D'accord, Beau, dit-elle finalement, son sourire généreux revenant. « Juste 1 minute. » Elle se tourna et fit un petit signe de la main à sa mère. Une promesse silencieuse qu'elle reviendrait tout de suite. « Je vais juste parler à Beau un instant, cria-t-elle par-dessus le vacarme joyeux. Eleanor la regarda s'éloigner, sa robe de cérémonie d'un blanc éclatant, formant une balise lumineuse sur l'herbe verte. Elle suivait ce garçon rongé par le ressentiment toute l'après-midi, et Eleanor les observa tourner au coin du gymnase en briques. 2 silhouettes, l'une pleine de lumière, l'autre consumée par l'obscurité, engloutie par les longues ombres rampantes du soleil couchant. Ce fut la dernière fois qu'Eleanor Maxwell vit sa fille vivante. Dès qu'ils furent hors de vue de la foule qui traînait encore, le charme fabriqué de Bo Jackson s'évapora de son visage comme la brume sous un soleil brûlant. Le sourire poli, soigneusement contrôlé, disparut, remplacé par un rictus brut et laid, celui qu'Eleanor n'avait entreaperçu que de loin. L'endroit isolé derrière l'école, dissimulé par le mur solide du gymnase et les bois de pin qui s'étendaient derrière, n'était pas un lieu pour une conversation philosophique. C'était un lieu pour une embuscade. « Tu crois vraiment que tu es quelqu'un de spécial, hein ?» cracha-t-il. Sa voix n'avait plus rien du baryton doux du gentil garçon du Sud, mais était devenu un grondement bas, guttural, chargé de mois d'indignation ravalée. Tanya s'arrêta, son sourire s'effaçant, tandis que les premiers frissons de peur réelle l'envahissaient. Ce n'était pas le camarade contrit qu'il avait prétendu être, c'était le vrai Beau. « De quoi tu parles, Beau ?» demanda-t-elle, sa voix encore admirablement calme, cherchant toujours à trouver un terrain raisonnable qui, avec lui, n'avait jamais vraiment existé. Ce discours, dit-il en s'approchant, envahissant délibérément son espace personnel, la forçant à reculer vers les arbres. Toutes ces conneries sur le fait de construire notre propre route. Tu crois avoir construit quoi que ce soit? Tout ce que tu as, on te l'a donné. Cette bourse, cette écharpe de major de promo, c'était à moi. Mon père siège au conseil d'administration de Duke. C'était ma place. On te l'a donné pour faire bonne figure. T'es un cas social, un quota diversité, et t'es trop stupide pour t'en rendre compte. Les mots étaient des poignards méticuleusement choisis, destinés à blesser, à effacer ses accomplissements, pour les transformer en aumônes humiliantes. Mais Tanya Maxwell n'était pas une fille qui pliait facilement. Elle était la fille de Robert et Eleanor, et elle avait appris à tenir bon. Sa colonne vertébrale, si droite et fière sur l'estrade, se redressa avec défi. « J'ai mérité cette bourse, Beau, » dit-elle, sa voix abandonnant toute politesse, désormais tranchante et claire comme du verre brisé. « J'ai mérité mes notes. J'ai mérité cette écharpe. Tu le sais, et je le sais. Et ce que tu ne supportes pas, c'est la vérité. Tu ne supportes pas qu'une fille noire de l'autre côté de King Street Junction soit plus intelligente que toi. » Elle venait d'énoncer une vérité simple, que l'ego fragile et privilégié de Beau ne pouvait supporter. La vérité était une allumette, et sa rage étouffante, un baril d'essence. À cet instant, tout le contrôle qu'il possédait se désintégra complètement. Son visage, autrefois séduisant, se contorsionna en quelque chose d'irréconnaissable. Il n'était plus un garçon populaire issu d'une bonne famille. Il était un monstre démasqué. Il se jeta sur elle, les mains tendues, non pas pour attraper, mais pour pousser. Le son qui s'échappa de la gorge de Tanya n'était pas un mot, mais un cri bref, aigu, de pur choc et de douleur, lorsqu'il la projeta violemment en arrière de tout son poids. Elle chancela, ses chaussures vernies, achetées spécialement pour ce jour,
peinant à trouver prise sur la terre molle. Elle tomba lourdement contre l'écorce rugueuse d'un vieux chêne massif, dressé tel un sentinelle silencieuse à la lisière des bois. La violence fut une explosion choquante, brutale, de haine contenue. Il fut sur elle en un instant, aveuglé par sa rage, poussé uniquement par le besoin primal d'effacer son existence, d'anéantir celle qui était le symbole vivant de son propre sentiment d'échec. Ce n'était pas un meurtre prémédité, c'était une tempête de fureur pure et incontrôlée, une crise pathétique aux conséquences mortelles. Quand ce fut terminé, il ne resta qu'un silence effroyablement sonore. Les bruits banals de la forêt, le chant des grillons, le bruissement des feuilles, affluèrent pour combler le vide laissé par une vie éteinte. Tania, cette fille brillante et vibrante qui devait changer le monde, gisait au pied du vieux chêne, son avenir éclatant fauché par une jalousie brutale et raciste. La panique, froide et tranchante comme un éclat de glace, perça enfin à travers la rage de Beau. Il regarda ce qu'il avait fait, la fille qui devait aller à Duke pour construire sa propre route. Son esprit s'affola, non pas de remords, mais d'un besoin frénétique, égoïste, de se protéger. Dans un ultime acte symbolique de profanation, il arracha l'écharpe dorée de major de promotion de son corps, déchira le diplôme de son étui en cuir et ramassa sa toque tombée au sol. C'étaient ces choses qu'il voulait vraiment tuer. Il trouva un morceau de pierre tranchant et se mit à gratter frénétiquement la terre meuble. Il creusa un trou peu profond entre les racines noueuses du vieux chêne. Il enroula la toque, l'écharpe et le diplôme dans la robe blanche, fourra le tout dans le trou et recouvrit de terre, tassant la surface avec ses chaussures de ville bien cirées. Il avait enterré ses réussites. Puis, sous le couvert grandissant du crépuscule, il s'occupa de son corps, l'emportant loin de cet endroit, veillant à ce que Tanya Maxwell disparaisse. Agacement, malaise, avant que son masque placide et public ne se remette en place. Il était un pilier de la communauté, et son terrible secret était enfoui profondément, protégé par le temps, le pouvoir et l'amnésie collective, si pratique de la ville. Personne ne voulait croire que l'homme souriant qui sponsorisait l'équipe de baseball des petits et faisait des dons généreux au fonds de construction de l'église pouvait être un monstre. Il avait toujours été bien plus facile de croire aux mensonges. Pendant toutes ces années, Eleanor priait, non pas pour la vengeance, mais pour une réponse qui lui apporterait la paix, qui rendrait à Tanya son honneur. Elle ne pouvait pas savoir que cette réponse l'attendait. Endormie dans l'ombre, entremêlée dans les racines tordues d'un vieux chêne silencieux, attendant que le monde soit enfin prêt à écouter. L'automne 2006 arriva avec une certaine fraîcheur dans l'air, différente, comme un présage de changement dans une ville qu'il avait longtemps refusée. Eleanor Maxwell avait 65 ans, son corps voûté par le poids invisible des années et d'un chagrin jamais exprimé. Ses cheveux, autrefois sombres, formaient désormais une couronne de blanc doux. L'ancien lycée, ce lieu à la fois sacré et profane, théâtre de sa plus grande fierté comme de son plus profond chagrin, faisait l'objet d'une vaste rénovation. Le district scolaire, gonflé de nouveaux financements, avait décidé d'agrandir l'établissement en construisant une aile scientifique moderne et un complexe sportif à la pointe de la technologie. La nouvelle avait provoqué en Eleanor une douleur sourde, le paysage de sa mémoire. L'endroit où Tanya s'était tenue pour la dernière fois était en train d'être détruit, nivelé au profit d'un avenir qui lui semblait étranger. Un mardi matin de la fin octobre, le téléphone sonna, son bruit strident rompant le silence de la maison. C'était sa voisine Martha, la voix haletante et affolée. « Eleanor, tu dois allumer la télé tout de suite. La chaîne 7. Il se passe quelque chose à l'ancien lycée. » La main d'Eleanor trembla lorsqu'elle saisit la télécommande. Son cœur, tambour lent et régulier de chagrin depuis 25 ans, se mit à battre contre ses côtes avec une violence inédite. La chaîne locale diffusait une scène chaotique en direct. Des voitures de police étaient garées de façon désordonnée sur l'ancien terrain de football. Leurs gyrophares bleus et rouges peignaient les arbres de coups de pinceau surréalistes et frénétiques. Un large périmètre de terre boueuse, retourné derrière le gymnase, était cerné de rubans jaunes, celui des scènes de crime, une couleur qu'Eleanor n'avait vue qu'à la télévision. Une petite foule s'était rassemblée à distance, murmurant, les visages empreints de curiosité mêlée d'effroi. La caméra fit un zoom avant sur un immense trou béant dans la terre,
une plaie vive, là où se dressait autrefois un arbre gigantesque. La journaliste, une jeune femme au visage grave, se tenait devant la scène, micro en main. Nous sommes en direct de King Street Junction, où un projet de construction de plusieurs millions de dollars à l'ancien lycée a connu ce matin un arrêt brutal et dramatique. Des sources nous disent, Dan, que les ouvriers, en déracinant ce chêne centenaire, ont fait une découverte qualifiée de sinistre et potentiellement significative. Le souffle d'Eleanor se bloqua dans sa gorge. Elle se leva de son fauteuil, les jointures blanches, alors qu'elle s'agrippait au tissu usé pour se soutenir. Le monde semblait basculer. La journaliste poursuivit, la voix grave, « Bien que les informations restent limitées et que la police n'ait pas encore fait de déclaration officielle, nous avons appris que des objets mis au jour par des engins de chantier ce matin pourraient être liés à une disparition non élucidée qui hante cette communauté depuis une génération. » Il savait. Après 25 ans, il savait. La pièce se mit à tourner et Eleanor s'effondra à nouveau sur son fauteuil, la voix de la journaliste devenant un bourdonnement lointain. La machine, une puissante excavatrice munie d'un godet en forme de griffe, défrichait la zone où commençaient les anciens bois. Le vieux chêne, celui qu'Eleanor avait contemplé des heures durant pendant ses promenades solitaires et désespérées, fut le premier à tomber. Le bras métallique creusa autour de sa base, ses dents de fer tranchant les racines épaisses et résistantes qu'il avait maintenues ancrées à la terre depuis plus d'un siècle. Dans un gémissement sinistre, comme si la terre elle-même criait, l'arbre fut arraché du sol. Son immense motte racinaire, un enchevêtrement chaotique de bois et de terre, fut soulevé dans les airs. C'est un ouvrier, Frank Henderson, qui le vit en premier. Alors que la motte était secouée pour en détacher la terre, un paquet de tissus, autrefois blanc mais désormais foncé de boue et de moisissure, tomba du nœud de racines dans un bruit sourd. Pensant à un vieux déchet, il s'apprêta à faire signe pour qu'on l'enlève, quand le paquet pourri, affaibli par 25 ans de décomposition, se déchira à l'impact. Ce qui en sortit n'était pas un déchet. La couche extérieure était indéniablement une toge de remise de diplôme. En tombèrent une toque de diplômés, le pompon encore miraculeusement attaché, ses fils d'or ternis. À côté, quelque chose d'autre glissa de la boue. Un tube cylindrique, un porte-diplôme, son revêtement en simili-cuir craquelé et écaillé, et un éclat de tissu fané, l'écharpe de major de promotion. Henderson, un homme d'une quarantaine d'années, avait toujours vécu à King Street Junction. Il avait été quelques années derrière Tanya Maxwell à l'école. Il connaissait les histoires. Il connaissait les fantômes de la ville. Son sang se glaça. Il savait avec une certitude absolue à qui appartenaient ces objets. Il cria. Les autres s'arrêtèrent. Le bruit des machines cessa. Un silence solennel tomba sur le chantier. Le contremaître, livide, appela aussitôt la police. Et ainsi, le passé, violent, non résolu, revint brutalement dans le présent avec la force d'un ouragan. Ces objets étaient les symboles d'une vie volée, enterrée dans un acte final de haine et d'effacement. Bo Jackson avait tenté d'ensevelir ses succès avec elle, d'annuler l'essence même de qui elle était. Il avait voulu qu'il pourrisse, qu'il disparaisse, tout comme il avait voulu que sa mémoire disparaisse dans le folklore triste de la ville. Mais les racines profondes et noueuses du vieux chêne avaient protégé le paquet, l'abritant du temps et de la décomposition. La terre avait gardé son secret, mais l'arbre, dans ses derniers instants, l'avait livré. Alors qu'Eleanor restait là, fixant l'écran de télévision, un nouveau sentiment perça à travers les couches de choc. Ce n'était pas l'espoir. Pas encore. C'était quelque chose de plus aigu, plus dur. Un sentiment qu'elle ne s'était pas permis de ressentir depuis des décennies. C'était la détermination. Pendant 25 ans, elle avait été la mère en deuil d'une fugueuse. Maintenant, elle était la mère d'une fille dont la mémoire venait d'être exhumée. Le mensonge s'était brisé. La vérité arrivait. Enfin, enfin. Et Eleanor Maxwell serait là pour l'accueillir. La découverte de la toge et de la toque de Tanya Maxwell fut une bombe qui fit voler en éclats la paix feinte et soigneusement entretenue de King Street Junction. L'affaire classée de la disparition de la major de promotion devint soudain brûlante. Un sujet en une, non seulement localement, mais dans tout l'État, et même à l'échelle nationale. Les vieux dossiers furent ressortis des archives poussiéreuses du bureau du shérif du comté.
La minceur du dossier témoignait de la négligence institutionnelle et de l'aveuglement volontaire de 1981. Cette fois, cependant, l'enquête serait différente. Reconnaissant les graves lacunes du dossier original, le comté demanda de l'aide et l'affaire fut immédiatement confiée à la division de l'application de la loi de Caroline du Sud, la SLED. Et la SLED envoya son meilleur enquêteur spécialisé dans les affaires non résolues, le détective Daryl Barnes. Le détective Barnes était un homme d'une cinquantaine d'années, un policier de carrière au tempérament calme et méthodique, derrière lequel se cachait un esprit aussi tranchant qu'un scalpel de chirurgien. Noir, né et élevé dans la région côtière, il comprenait avec une intimité qu'aucun étranger ne pouvait égaler les dynamiques raciales complexes et souvent tacites d'une ville comme King Street Junction. Il était totalement insensible aux anciens noms et à l'argent ancien qui avait si efficacement détourné la justice une génération auparavant. Lorsqu'il se rendit chez Eleanor 2 jours après la découverte, il ne la traita ni comme une vieille femme fragile, ni comme une mère hystérique enfermée dans le passé. Il la considéra pour ce qu'elle était, le témoin principal d'une enquête pour homicide vieille de 25 ans. Ils s'assirent à sa table de cuisine, la même sur laquelle Tanya étalait ses devoirs autrefois. Et pour la première fois en 25 ans, Eleanor raconta toute l'histoire à quelqu'un qui écoutait vraiment, profondément. Elle ne se contenta pas de lui livrer les faits. Elle lui donna le contexte riche et douloureux que les enquêteurs initiaux avaient sciemment ignoré. Elle peignit un tableau saisissant de l'intelligence et de l'ambition féroce de sa fille. Elle décrivit les tensions raciales latentes à l'école, les rumeurs ignobles qui entouraient les réussites de Tanya, ce sentiment constant d'être épiée, jugée, jalousée. Et d'une voix glaciale comme l'acier, elle parla de Bo Jackson. Il était le second, dit-elle, les mains posées à plat sur la table, parfaitement immobile. Le salutaire, sa famille, cette ville entière s'attendait à ce qu'il soit le premier. Il ne pouvait pas accepter que Tanya l'ait mérité. Elle décrivit en détail le regard que Bo avait eu pendant le discours de Tanya. Un regard de haine pure, inaltéré, gravé dans sa mémoire. Elle raconta la dernière fois qu'elle avait vu sa fille, s'éloignant avec Bo vers l'endroit même, l'arbre même, où ses affaires venaient d'être retrouvées. « J'ai dit tout cela en 1981, déclara-t-elle, la voix chargée d'amertume. J'ai dit à l'agent Miller qu'elle avait été vue pour la dernière fois avec lui. Ils ne m'ont pas écouté. Ils ont écouté son père à lui. » Le détective Barnes prenait des notes dans un petit carnet en cuir, son stylo grattant silencieusement le papier. Il ne l'interrompit pas. Il la laissa parler, son regard patient, ne manquant rien, ni le tremblement de ses mains, ni le feu dans ses yeux. « Madame Maxwell, dit-il lorsqu'elle eut terminé, sa voix calme et profondément rassurante, nous allons aller au bout de cette affaire, je vous le promets. » C'était la première fois en un quart de siècle qu'une promesse faite par un homme portant un badge ne sonnait pas comme une consolation vide et condescendante. L'enquête démarra avec une rapidité et une rigueur qui constituaient en elles-mêmes une condamnation silencieuse du passé. Le détective Barnes et son équipe commencèrent par les preuves physiques, la toge, la coiffe, l'écharpe, le porte-diplôme. Le tout fut envoyé au laboratoire médico-légal de la SLED à Columbia, où des techniciens l'examineraient minutieusement à la recherche de tout indice, de tout cheveu ou fibre ayant pu miraculeusement survivre à des décennies d'ensevelissement. Ils entreprirent ensuite l'immense tâche de retrouver et réinterroger tous les membres encore vivants de la promotion 1981 du lycée de King Street Junction. Au début, les gens étaient hésitants, leurs souvenirs embrouillés par le temps et recouverts de l'épaisse couche du récit officiel qu'ils avaient intégré. On croyait tous qu'elle était partie, était la rengaine fatiguée la plus répandue. Mais le détective Barnes était persistant et perspicace. Il ne demandait pas ce qu'ils pensaient, mais ce qu'ils avaient vu. À qui Tanya parlait-elle? Dans quel état d'esprit était-elle? Quelqu'un l'avait-il vue après la cérémonie? L'enquête se concentra alors, calmement mais sans relâche, sur Bo Jackson. Il avait désormais 50 ans, propriétaire de la société de construction la plus prospère du comté, père de famille, pilier de la communauté. Lorsque le détective Barnes et son partenaire l'approchèrent dans son vaste bureau, un temple de la respectabilité civique,
Beau afficha une expression de tristesse bien rodée. C'est juste terrible ce qui est arrivé à Tania, dit-il en secouant la tête avec un sérieux étudié. Je ne peux pas croire qu'on ait retrouvé ses affaires après tout ce temps. J'espère seulement que ça apportera un peu de paix à sa pauvre mère. Il répéta la même histoire que celle racontée en 1981, une version qu'il avait perfectionnée pendant 25 ans. Tania lui avait dit qu'elle partait, qu'elle rejoignait des proches, qu'elle allait commencer une nouvelle vie. Il avait simplement été le dernier à la voir. Mais ce n'était plus 1981. Le puissant père de Beau était mort depuis longtemps. La ville, bien que toujours empreinte de ses vieilles habitudes, changeait. Et le détective Daryl Barnes n'était pas le cynique et influençable agent Miller. Le détective commença à déconstruire méticuleusement la vie de Beau, examinant ses relevés financiers, ses factures téléphoniques, ses documents fiscaux, tout ce qui pouvait brosser un portrait de sa vie passée et actuelle. La tension dans la ville était palpable, un brouillard épais de rumeurs et de spéculations. Les gens commencèrent à parler, réellement parler pour la première fois. Les anciennes rivalités, les querelles lycéennes revinrent à la surface. Ce n'était plus de simples potins adolescents, mais de possibles indices, de mobiles de meurtre. La pression sur Beau commença lentement, puis s'intensifia brutalement. Son monde soigneusement construit, son image publique d'homme affable et de famille, commença à se fissurer. Il devint irritable, s'énervant pour des détails insignifiants avec ses employés. On le vit passer des appels enflammés et discrets sur le parking de son entreprise. L'homme qui avait vécu sans crainte pendant 25 ans regardait désormais par-dessus son épaule à chaque instant. Le fantôme de la jeune fille qu'il pensait avoir effacée ressurgissait de la terre boueuse pour le hanter. Le détective Barnes tournait autour de lui, patient et méthodique comme un loup, attendant la pièce manquante, le témoin qui lui permettrait de resserrer définitivement l'étau. Et il savait, avec la froide certitude d'un chasseur aguerri, que quelqu'un en savait plus qu'il ne le disait. Quelqu'un avait vu quelque chose cette nuit-là, et cela faisait 25 ans qu'il se taisait. Il était temps de parler. La percée dans l'affaire ne vint pas d'une empreinte digitale vieille de 25 ans, ni d'un échantillon d'ADN dégradé, mais d'une conscience coupable. Une femme nommée Sarah Beth Collins, autrefois la populaire Pom-Pom Girl Sarah Beth Poua, menait une vie confortable dans la banlieue d'Atlanta, travaillant comme comptable à temps partiel. Elle avait vu une publication sur Internet, relayée par une amie sur un réseau social, à propos de la découverte faite dans son ancien lycée. Depuis 25 ans, elle portait un secret, un souvenir qu'elle avait réussi à refouler, se convainquant qu'il était sans importance. Juste un détail embrouillé par le champagne qu'elle et ses amis avaient discrètement apporté sur le terrain de football lors de cette nuit de remise de diplôme, il y a si longtemps. Mais voir le visage souriant de Tania à l'écran, jeune et rempli d'espoir, et lire l'histoire de la longue et solitaire veille d'Eleanor Maxwell, réveilla une culpabilité profonde que le temps n'avait jamais réussi à effacer. Les mains tremblantes, Sarah Beth trouva en ligne un numéro de la SLED, division de l'application de la loi de Caroline du Sud, et fit l'appel. Le détective Barnes fit les 4 heures de route jusqu'à Atlanta pour la rencontrer en personne. Dans une salle de conférence austère et silencieuse d'un immeuble du centre-ville, Sarah Beth, une femme dans la quarantaine avancée, déversa enfin le poids qu'elle portait depuis tant d'années. Nous étions près du parking à l'arrière, près de la voiture d'une amie, dit-elle d'une voix à peine audible, les yeux fixés sur ses mains jointes. On fêtait la fin de l'année. J'ai vu Beau et Tania passer devant nous. Ils se dirigeaient vers les bois derrière le gymnase. Jusque-là, cela confirmait le récit de Beau lui-même, selon lequel ils s'étaient éloignés ensemble. Mais vint alors la partie qu'elle avait gardée pour elle pendant un quart de siècle, celle qu'elle avait toujours eu trop peur de raconter. Quelques minutes plus tard, 10 tout au plus, Beau est revenu, dit-elle en levant enfin les yeux vers Barnes, les larmes lui montant aux yeux. Il était seul, et il avait l'air étrange. Son visage était pâle comme un linge, et il avait une longue griffure, l'air furieux, près de l'œil. Il y avait de la terre sur les genoux de son pantalon de cérémonie. Je me souviens avoir trouvé ça bizarre. Elle lui avait demandé en plaisantant d'abord où était Tania. Il m'a dit qu'elle était partie en voiture avec quelqu'un, qu'elle était partie, mais il ne me regardait pas dans les yeux. Il semblait agité, très en colère. Il m'a dit de m'occuper de mes affaires, puis il est parti furieux,
À l'époque, dit-elle en étouffant un sanglot, elle avait simplement cru qu'il s'était disputé. Quand Tanya fut signalée disparue, elle avait eu peur. Les Jackson étaient tellement puissants dans cette ville. J'étais juste une gamine. Je me suis convaincu que ça ne voulait rien dire. Mais ça voulait tout dire. C'était la faille fatale dans l'alibi que Bo Jackson répétait depuis 25 ans. C'était le premier témoignage indépendant le plaçant comme dernière personne à avoir vu Tanya, décrivant non seulement son comportement suspect et son agitation, mais aussi des preuves physiques, une griffure et de la terre. Immédiatement après sa disparition, c'était suffisant. Armé de ce témoignage puissant, le détective Barnes convoqua Bo Jackson pour un nouvel interrogatoire. Cette fois, il ne s'agissait plus d'un échange courtois dans son bureau, mais d'un véritable interrogatoire, dans une petite pièce sans fenêtre, au mur en parpaing, au siège régional de la SLED. Le respectable homme d'affaires avait disparu. À sa place, un homme de 50 ans, pâle et en sueur, dont le monde soigneusement construit s'effondrait autour de lui. Pendant des heures, il s'en tint à son histoire. Mais ses dénégations devenaient de plus en plus faibles, plus paniquées, sa voix se brisait. Le détective Barnes exposa calmement les preuves, pièce par pièce, implacablement. L'endroit où la robe avait été retrouvée, la même où il avait été vu pour la dernière fois avec Tanya. Le témoignage de Sarah Beth Collins, la griffure sur sa joue que celle-ci se rappelait si clairement, la terre sur ses genoux. Finalement, sous le poids écrasant de tous ces éléments, après 25 ans de mensonges, le barrage de sa tromperie céda. Bo Jackson, le père de famille, le diacre de l'Église, le pilier de sa communauté, confessa le meurtre de Tanya Maxwell. Son récit fut une histoire misérable et honteuse de jalousie raciste et d'un sentiment de supériorité bafoué. Il ne l'avait pas attirée à l'écart pour discuter, mais pour l'humilier, lui dire qu'elle ne méritait pas son succès. Mais la détermination de Tanya, son refus fier de se laisser intimider, l'avait plongé dans une rage aveugle. Il avoua l'avoir tuée dans cet accès de fureur, avoir enterré les symboles de sa réussite au pied du vieux chêne, et s'être ensuite débarrassé de son corps, dans la panique. Mais il restait une dernière cruauté. Lorsque le détective Barnes lui posa la question la plus importante, où se trouvait le corps de Tanya? Un froid et familier mépris réapparut dans les yeux de Bo. Le misérable homme brisé s'effaça, laissant place au monstre. « Je ne m'en souviens pas », dit-il d'une voix plate, sans émotion. Il prétendit avoir occulté ce souvenir, que le traumatisme l'avait effacé. C'était un mensonge évident. Son ultime acte haineux de contrôle. Il livrerait la vérité sur sa mort, mais refuserait à Eleanor et au monde entier la paix d'un enterrement. Même depuis une cellule de prison, il priverait encore Tanya de sa mère. Bo Jackson fut reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Le verdict fut une forme de justification pour Eleanor, mais aussi une victoire amère. Le nom de sa fille était enfin lavé. L'ombre honteuse du mot « fugueuse » était enfin levée. Mais elle n'avait toujours pas de tombe à visiter, pas d'endroit où déposer une fleur, aucun lieu de repos final pour son enfant. Au printemps suivant, l'Université Duke et une nouvelle fondation communautaire du comté de Florence créèrent la bourse commémorative Tanya Maxwell, destinée chaque année à un étudiant méritant issu d'un milieu défavorisé de son comté natal. Ils invitèrent Eleanor à prononcer un discours lors de la première cérémonie de remise dans l'auditorium flambant neuf du lycée rénové. Elle se tint au pupitre, tout comme sa fille 26 ans plus tôt. Elle regarda une nouvelle génération de visages pleins d'espoir, noirs, blancs et métis, et leur parla de Tanya. Elle évoqua son intelligence, ses rires et ce potentiel volé. « Ma fille voulait tracer sa propre route », déclara Eleanor d'une voix claire et forte. Son chemin a été interrompu par la haine, mais son rêve, lui, ne l'a pas été. Ce rêve vous appartient désormais. Elle avait obtenu justice pour le meurtre de sa fille, mais pas la paix de pouvoir l'enterrer. Pour Eleanor Maxwell, la veillée était terminée, mais le deuil resterait son compagnon jusqu'à la fin de ses jours. L'histoire se termine là, avec une bourse qui construit de nouvelles routes en son nom, et une mère qui, bien qu'ayant enfin connu la vérité, chercherait à jamais, dans les bois silencieux et les champs vides, le lieu de repos de son enfant brillant et disparu,